On va commencer donc aujourd'hui nos cours de physiologie et on va commencer par les récepteurs sensoriels. On avait vu la dernière fois des rappels anatomiques ou bien une initiation à l'anatomie du système nerveux. On avait compris ce que c'est le système nerveux central, le système nerveux périphérique, l'organisation du système nerveux central, ce que c'est le névraxe, ce que c'était les hémisphères, le ténoncéphale, le diencéphale, le mésencéphale, le pont, le bulbe, la moelle épinière. Vous vous souvenez de tout ça? Les racines, l'organisation des racines, les racines postérieures, les racines antérieures, l'organisation en substance blanche, en substance grise, le système nerveux périphérique et le système nerveux autonome. On se souvient de tout ça et on va commencer par les récepteurs sensoriels qui sont le point de départ des messages nerveux provenant de l'environnement. Notre physiologie nerveuse a beaucoup de fonctions et parmi ces fonctions, c'est les interactions avec notre environnement. Les interactions avec notre environnement ne peuvent avoir lieu que si nous arrivons à percevoir cet environnement à travers nos organes des sens. Quels sont les organes des sens que vous connaissez? Nous avons l'œil qui est responsable de la vision, d'accord? L'oreille qui est responsable de l'audition et de l'équilibration, la peau qui est responsable du tact et de la sensibilité thermoalgésique. Qu'est-ce que nous avons encore? Nous avons la langue qui est responsable de la gustation. Nous avons le nez qui est responsable de l'olfaction. D'accord? Donc on va aborder toutes ces sensibilités ou bien ces sensorialités une à une dans des cours différents. Aujourd'hui, on va s'intéresser surtout aux récepteurs cutanés, d'accord, aux récepteurs sensoriels. Et dans un autre cours, on verra aussi la somesthésie, qui est l'organisation des organes ou bien des récepteurs sensoriels qu'on va voir aujourd'hui. Pour l'audition, ce sera un cours à part. La vision, ce sera un cours à part. Et l'olfaction, on va aussi en parler. D'accord? Très bien. Allez. Notre organisme est en interaction permanente avec l'environnement. D'accord? Les différentes informations émanant du monde extérieur ou intérieur de l'organisme lui-même seront acheminées au système nerveux central au sein duquel ils seront traités ou bien elles seront traitées. Vous voyez qu'ici, on vous parle de messages externes et de messages internes. Les messages externes, c'est clair, il est en train de parler de l'environnement, ce qu'on voit, ce qu'on touche, ce qu'on ressent. Et les messages internes? Les messages internes, ce sont les messages qui proviennent de mon organisme lui-même. Il est en train de parler des propriocepteurs dont on avait parlé la dernière fois. D'accord? Les récepteurs qui sont situés au niveau des fibres musculaires, les récepteurs qui sont situés au niveau des tendons, les récepteurs qui sont situés au niveau des articulations. C'est-à-dire que puisque mon organisme, il est vivant, il est présent, il est constitué de matière. Cette matière, elle est en mouvement, elle peut bouger, elle peut se lever, elle peut rester assise, elle peut dormir. Donc, il y a des variations, je dois en être conscient. Vous fermez vos yeux et vous bougez votre bras. Vous ressentez ces mouvements, ça, et bien vous ressentez ces mouvements, les mouvements de vos bras, de vos parties, des parties de votre organisme, vous les ressentez grâce à des propriocepteurs. Donc, il y a des récepteurs qui sont responsables de la détection des messages externes qui viennent de l'environnement, mais il y a aussi des récepteurs qui sont responsables des messages qui viennent de mon organisme lui-même. Là, on est d'accord? C'est clair? Très bien. Ces informations sous forme d'énergie physique ou chimique. Donc l'information, elle commence au niveau de sa naissance par une forme d'énergie. Une forme d'énergie, c'est ça le message. D'accord? Physiques ou chimiques sont transmises au système nerveux central sous forme de signaux nerveux à travers des systèmes afférents sensoriels. Donc j'ai un peu une transformation d'un message physique ou chimique en un message électrique. Le message chimique ou physique, il est représenté par le sensibilisateur lui-même. Vous pouvez me donner des exemples? Pour la vision, c'est quoi? C'est la lumière. La lumière, c'est des photons. C'est une force physique. Ça, si je touche la table, c'est une variation de pression au niveau de ma peau. C'est une force physique. Si je mets mon doigt dans un acide et que cet acide me brûle, c'est une force chimique. L'audition, c'est quelle force? Vous pouvez me dire quelle force? Le son, c'est une force physique ou chimique ou... Pourquoi physique? Pourquoi les deux?
Des ondes, oui, c'est des vibrations. D'accord? Les ondes vocales induisent une vibration du tympan. D'accord? Donc c'est une force physique. C'est une force physique. Vous vous souvenez quand on était au CM et au lycée, quand on nous disait de comparer la vitesse du son avec la vitesse de la lumière, et quand on voit du tonnerre, vous connaissez ça, oui, non? Quand on peut calculer la distance à travers laquelle il y a eu le tonnerre, en calculant la différence temporelle ou la chronologique entre la lumière et le son du tonnerre. Non, oubliez ça. L'essentiel, c'est que le son, c'est une force physique. C'est une force physique. Très bien. Les principaux systèmes sensoriels sont représentés par ce que vous venez de dire. Visuel, auditif, vestibulaire. Vestibulaire, il est en train de parler de l'équilibration. C'est l'oreille, l'équilibration. Olfactif, gustatif et somatosensoriel. Somatosensoriel, c'est la somesthésie. D'accord? Ça comprend la sensibilité cutanée, la sensibilité de mes organes internes. D'accord? C'est ça l'appareil somatosensoriel. Très bien, très bien. Allez, on avance. Ces systèmes sensoriels sont dotés en périphérie de structures nerveuses spécialisées, appelées récepteurs sensoriels. Donc déjà, si on veut définir les récepteurs sensoriels, on va dire que ce sont des structures nerveuses. Des structures nerveuses spécialisées dans la détection des messages sensoriels et de leur transmission vers le système nerveux. Donc le plus important ici, c'est qu'il est en train de nous dire que les récepteurs sensoriels sont des parties nerveuses. Ils appartiennent au système nerveux. On va voir pourquoi. Très bien. À ce niveau, se fait la transformation de l'énergie incidente maintenant entrante, incidente, afférente, entrante, d'accord? Physique ou chimique en un signal électrique. Donc, je suis en train de transformer un message physique ou chimique, représenté par le message, en un message électrique représenté par quoi? C'est quoi le message électrique que j'obtiens à la fin? C'est une chaîne de dépolarisation. C'est un potentiel d'action. On appelle ce phénomène la transduction. Donc si on veut définir la transduction, c'est la transformation du message sensoriel, d'accord, mécanique ou chimique, en un message électrique représenté par un potentiel d'action. À quel niveau? Quel est l'organe qui est responsable de cette transduction? Au niveau des récepteurs sensoriels. C'est quoi la transduction? C'est l'ensemble des phénomènes qui permettent la transformation des messages sensoriels, physiques ou chimiques en un message électrique représenté par un potentiel récepteur puis un potentiel d'action au niveau du récepteur sensoriel. Au niveau du récepteur sensoriel. Donc le récepteur sensoriel, qu'est-ce qu'il fait? Il reçoit des messages physiques ou chimiques et il les transforme en messages électriques. Le message électrique, il va générer un potentiel in situ à son niveau, il va générer un message électrique qui s'appelle le potentiel récepteur. Puis ce potentiel récepteur, il va être transformé, s'il est assez efficace, il va être transformé en un potentiel d'action. Là, on est d'accord? Bravo. Ce dernier, lorsqu'il atteint un certain seuil, un potentiel d'action est déclenché au niveau de la fibre nerveuse afférente qui innerve ce récepteur. Très bien. S'il vous plaît, la fibre nerveuse, la fibre nerveuse afférente dont il est en train de parler, elle sort du récepteur ou là, elle entre dans le récepteur? Vous êtes d'accord, elle sort ou là, elle entre? Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Elle entre vers... Pourquoi vous dites qu'elle entre? Parce qu'elle est appelée afférente. Parce qu'elle va recevoir, elle va entrer où? Oui, elle va aller vers le système nerveux. Donc, faire le message. Très bien. Est-ce que cette fibre entre dans le récepteur ou la sort du récepteur? Entre dans le récepteur. Voilà. Parce que afférente. Et vous? Entre dans le récepteur.
Voilà, je sors du récepteur. Déjà, elles sortent pour qu'elles puissent transmettre le message sensitif vers le système nerveux. Bravo. Elle sort du récepteur. Attention, elle sort du récepteur. C'est une fibre nerveuse qui reçoit le message du récepteur et qui va le transmettre vers le système nerveux. Zaytouna, elle est où? Pourquoi elle s'appelle afférente? Puisqu'elle sort. Normalement, elle s'appelle efférente. Et ceux qui entrent, ils s'appellent afférents. Et ceux qui sortent, ils s'appellent efférents. Afférente vers le système nerveux. Très bien, parce que je suis en train de nommer, on nomme toujours les fibres nerveuses par rapport au système nerveux central. Par rapport au système nerveux central. La fibre nerveuse, c'est une fibre qui va aller du récepteur vers le système nerveux central. Donc, elle sort du récepteur pour aller vers le système nerveux central. Donc, c'est une fibre nerveuse afférente vers le système nerveux. C'est une fibre nerveuse afférente vers le système nerveux. Les fibres sensitives sont afférentes. Les fibres motrices sont différentes. Elles sont différentes, elles sont. D'accord? Très bien. Donc attention, il ne faut pas que vous disiez qu'il y ait une contradiction ici. D'accord? Puisqu'il est en train de dire afférente alors qu'elle sort. Oui, elle sort du système, elle sort du récepteur, mais je ne suis pas en train de parler du récepteur, je suis en train de parler de son parcours par rapport au système nerveux central. Yes. Si, bravo. Bravo, bravo, bravo. Le cours, je sens que nous fait 70 blanche. Courage. Le récepteur sensoriel est une structure nerveuse périphérique spécialisée. Vous voyez qui fait châtelaine. Vous aviez pu deviner la définition tout à l'heure. Châtelaine, comme par magie. Le récepteur sensoriel est une structure nerveuse périphérique spécialisée, responsable de la transduction de l'énergie incidente vers où? Vers l'organisme. Elle vient vers mon organisme. Physique ou chimique, d'accord? Ils sont bien les messages, ou là ils sont pas bien? Les messages électriques, est-ce qu'ils sont bons ou pas? Ça dépend, très bien, d'accord? Une glace, c'est un message. D'accord? Pourquoi on mange une glace? Parce que c'est bon, d'accord? Mais un coup de fouet, c'est aussi un message. D'accord? Nerveuse périphérique, spécialisée, responsable dans la transduction de l'énergie incidente qui est physique ou chimique en un signal électrique qui peut être transmis au système nerveux central à travers une fibre afférente, et on l'appelle afférente parce qu'elle va vers le système nerveux central. Classe? Bravo. Voilà, on vous donne ici un petit résumé, d'accord, de tous les organes sensoriels qui existent au niveau de votre organisme et de leur type d'énergie. Regardez, le système visuel, la modalité s'appelle vision, l'énergie de stimulation c'est les photons ou bien la lumière, la classe de récepteurs on les appelle photorécepteurs. Pourquoi? Parce que c'est des récepteurs de photons, d'accord? Le type des cellules, un des deux types de cellules, les cellules en bâtonnet et les cellules en cône. Vous avez vu ça en biophysique l'an dernier? En biophysique normalement aussi, d'accord? Les cellules en cône, les cellules en bâtonnet, on va les voir en fusion. L'audition, elle est responsable de la perception du son. Ce sont des mécanorécepteurs. Vous voyez, je vous avais dit que le son était un message mécanique. Les cellules, c'est les cellules ciliées au niveau de la cochlée. Au niveau de la cochlée, il y a un appareil spécialisé qui s'appelle l'appareil de Corti. Il s'appelle l'appareil de Corti et c'est lui qui est responsable de l'audition. D'accord, on va voir le cours audition ensemble. Inch'Allah. Vestibulaire, l'équilibre. L'énergie de stimulation, c'est la gravité. Je ne dirais pas seulement la gravité. La gravité est l'orientation, d'accord? Parce que les récepteurs vestibulaires, ils sont responsables des messages de perception grâce au mouvement de l'endolymphe, un liquide qui baigne, d'accord, à l'intérieur du vestibule. Donc il y a un mouvement, le mouvement, il est perçu par des cils. L'orientation dans l'espace des canaux semi-circulaires, d'accord, et du vestibule, elle va me faire reconnaître des mouvements, d'accord, qu'il y a deux types de mouvements, les mouvements angulaires, comme ça, d'accord, et les mouvements linéaires, c'est les mouvements d'accélération.
comme lorsque vous êtes dans un ascenseur ou lorsque vous êtes dans une voiture. C'est des accélérations linéaires. Et les accélérations angulaires, quand vous tournez comme ça, on est traction. D'accord? Donc, cela dépend du type de mouvement. Kif, c'est des cellules ciliées comme pour l'audition. Le système somatosensoriel, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Donc, le toucher, la proprioception, la sensibilité thermique et algésique, thermoalgésique. D'accord? On va voir pour chacun en détail. Pour le toucher, c'est un changement de pression. Pour la proprioception, c'est un déplacement. On va voir dans le fuseau neuromusculaire tout à l'heure. Pour les messages thermoalgésiques, c'est des messages thermiques et chimiques, ou bien aussi mécaniques lorsqu'ils sont importants. Les messages mécaniques importants peuvent stimuler les terminaisons nerveuses de la douleur. La démangeaison, c'est des messages chimiques ou mécaniques, d'accord? En général, c'est des messages chimiques. Et le meilleur exemple, c'est au cours d'un ictère, l'accumulation des selles biliaires au niveau cutané, elle induit une démangeaison. D'ailleurs, ça fait partie de l'examen clinique d'une personne qui a un ictère. Bon, on voit plus cela de notre temps, sauf dans les cas des ictères chroniques, cancer de la tête du pancréas, d'accord, où il y a une obstruction vraiment importante et que le sujet n'est pas opéré malheureusement. Et là, il y a l'accumulation de selles biliaires au niveau de la peau. Les selles biliaires, vous les connaissez? Ils sont stockés au niveau de la vésicule biliaire. Très bien. Donc les selles biliaires, quand ils s'accumulent au niveau de la peau, ils vont induire des démangeaisons et on va trouver des blessures cutanées. C'est-à-dire la démangeaison, d'accord? Parce que le monsieur ou la dame a dit qu'elle se gratte. Elle se gratte. D'accord? Les piqûres de moustiques. Pourquoi les piqûres de moustiques, elles grattent? Parce que les moustiques libèrent des substances chimiques qui sont responsables de cette démangeaison. D'accord? Aïe. Gustatif, le goût, c'est chimique. Olfactif, l'odorat, c'est aussi chimique. C'est pour cela qu'un parfum, c'est du liquide qui contient des substances chimiques et qui permettent de stimuler nos récepteurs olfactifs. D'accord? Aïe, on avance. Demain, c'est clair, c'est facile. Schéma général de la transduction. On avait défini la transduction comme étant l'ensemble des phénomènes qui permettent la transformation du message reçu, environnemental, physico-chimique, en un message électrique représenté par un potentiel récepteur puis un potentiel d'action. Donc regardez ici, il nous montre, voici l'énergie incidente, qui peut être physique et chimique. Elle est reconnue par le récepteur. Le récepteur va être stimulé et la stimulation du récepteur va faire créer un potentiel récepteur. Le potentiel récepteur, c'est l'équivalent du PPSE. Quand vous avez des fibres nerveuses, une fibre présynaptique, une fibre postsynaptique, la fibre présynaptique, elle va induire un message. Elle va stimuler la synapse. Par exemple, le fuseau neuromusculaire, il y aura une libération de l'acétylcholine. L'acétylcholine va ouvrir les canaux Na+, ligand dépendant. Il y aura une entrée à Na+. L'entrée à Na+, elle va induire une dépolarisation. C'est-à-dire que la dépolarisation, qu'est-ce qu'elle va induire? Elle va induire un changement du potentiel repos. Qui, si et seulement si elle arrive au potentiel seuil, elle va donner un message sous forme de potentiel d'action. Donc le potentiel récepteur, c'est quoi? C'est une dépolarisation de la membrane de la cellule nerveuse liée au récepteur si les messages reçus sont assez importants. Donc là, je suis un récepteur. Je vais recevoir un message de mon environnement. Avec le message, il va induire une dépolarisation. Si la dépolarisation est assez importante, d'accord, le potentiel récepteur généré, il va être assez important pour atteindre le potentiel seuil. Et s'il atteint le potentiel seuil, il va générer un potentiel d'action. Les fibres nerveuses vont subir la loi du tout ou rien, tout, comme une fibre nerveuse normale. Bon, message, récepteur. Récepteur stimulé, potentiel récepteur. Potentiel récepteur, c'est quoi? Une dépolarisation. Si la dépolarisation atteint le seuil, elle va générer un potentiel d'action. Le potentiel d'action, il va où? Au système nerveux central. Pourquoi? Pour que je ressente. D'accord? Très bien. Classification des récepteurs.
Les récepteurs sensoriels peuvent être classés en fonction de leur structure ou de leurs différentes propriétés fonctionnelles. On va distinguer selon la morphologie. Et demain, vous allez les apprendre. Hein. Tadam! C'est pas un scoop. Au niveau de la peau, au niveau de la peau, récepteurs différenciés. Donc, puisqu'on voit des récepteurs différenciés, il y aura des récepteurs qui sont il double les différenciés. Des récepteurs spécialisés, les taurocans. Récepteurs différenciés, récepteurs qui ont une structure bien individualisée. On peut citer vous ne voyez pas? Non, corpuscule de Pacini. D'accord, corpuscule de Pacini. Mécanorécepteur sensible à la pression et à la vibration rapide. Donc, le corpuscule de Pacini, c'est un récepteur qui est situé au niveau de la peau et qui est sensible à ces vibrations et à la pression. Donc, qu'est-ce que vous deviez vous en concluer? Il est responsable dans le tact, dans le toucher. Toucher, chat. Disque de Merkel, mécanorécepteur sensible au toucher et à la pression, c'est à peu près la même fonction. D'accord? Donc ils sont responsables en même stimuli, mais à des degrés différents. Le corpuscule de Ruffini, qui est aussi sensible à la pression. Les corpuscules de Meissner, mécanorécepteurs sensibles au changement de texture et à la vibration lente. Vous allez conclure que tous ces 4 récepteurs sont impliqués dans la sensibilité cutanée au toucher et aux pressions. Donc, ils vont reconnaître des textures, des pressions et des corps différents. D'accord? C'est pour cela que lorsque vous touchez une table, vous savez que c'est une table. Quand vous touchez une pâte, vous savez que c'est une pâte molle. Vous pouvez faire la différence entre les différents stimuli mécaniques. Quand vous touchez une table, c'est quoi? C'est un stimuli mécanique. Et quand vous malaxez une pâte, c'est un stimuli mécanique. Comment vous arrivez à faire la différence entre les deux? Parce que à cause de leur texture. Mais pourquoi la différence de texture induit une différence de perception? C'est parce qu'il y a des récepteurs différents pour le même stimuli. Et cette différence de perception, lorsque je touche la pâte, il y aura une stimulation de ces récepteurs de Ruffini, de Pacini, de Meissner d'une façon différente. Et l'assemblage, l'intégration au niveau du système nerveux central des différents messages, elle donnera une sensibilité ou une sensorialité finale que vous allez percevoir. Elle est bien, vous pouvez faire la différence entre ce qui est dur, ce qui est mou, ce qui est liquide. Ça, en plus de ça, il faut ajouter la température. On ne fait pas la remarque, mais est-ce que vous avez déjà touché un cadavre? Non, ça ne vous est jamais arrivé de toucher un cadavre. Une personne morte. Une personne morte. Ça vous est arrivé. Une personne morte, il y a un cadavre. Personne n'a touché une personne morte. Si vous touchez une personne morte, vous allez remarquer qu'elle est froide. Théoriquement, vous savez qu'une personne morte, elle est froide. Elle n'a plus d'énergie. Elle n'a pas de mitochondries actives. Pas d'ATP, pas de chaleur. Mais lorsqu'on touche une personne qui est décédée, un cadavre, vous allez voir que vous allez être effrayé par sa température. Parce que vous êtes habitué, vous êtes habitué au toucher de la peau quand elle est chaude. Est-ce que vous avez compris? Oui. D'accord. Quand on touche une personne décédée, on va voir que le froid, il nous fait peur. Parce que ça sort de l'habitude. Donc c'est l'intégration des différents types de messages qui nous fait reconnaître la texture de la molécule. Donc Meissner, Ruffini, Pacini et le dernier, Merkel comme la chancelière. Vous connaissez? Non? Vous ne connaissez pas Angela Merkel? Oui, la petite dame, ça devient classique. Il y a une coupe carrée. C'est la chancelière d'Allemagne. Vous ne connaissez pas? Qui la connaît?
Allez. C'est l'ami de Jamel Abbas. C'est la pseudo-ami. Bon, nous restons concentrés. D'accord. Allez. C'est pas vrai. Bon, oubliez. D'accord, classe. Le récepteur, retenez-les. Récepteurs peu ou pas différenciés, mais ils sont moins spécialisés. D'accord? C'est d'habitude des récepteurs de la douleur. Pas de structure individualisée et représentée par des terminaisons nerveuses. C'est quoi la différence entre les premiers et les deuxièmes? Les premiers récepteurs qu'on vient de citer, le nerf, quand il arrive vers le récepteur, il y a des structures, des fibres conjonctives, une organisation. C'est un vrai organe. D'accord? Alors que Heda non, c'est une terminaison nerveuse. C'est les nerfs qui y classent. D'accord? Pas de structure individualisée et représentée par des terminaisons nerveuses libres. Il peut s'agir des terminaisons nerveuses libres autour du follicule pileux, mécanorécepteurs sensibles au toucher léger. Si vous avez des poils, lorsque vous touchez le poil, vous ressentez que vous touchez le poil. Pourquoi? Parce que le follicule pileux, vous ressentez. Parce que le follicule pileux, il est entouré de mécanorécepteurs. Ça, vraiment. Des terminaisons libres tout au long de la peau, ce sont les thermorécepteurs et les nocicepteurs. S'il vous plaît, nocicepteurs, ça veut dire récepteur de la douleur. Des récepteurs adjectifs. Quels sont vos nocicepteurs? Parce que la douleur, elle reflète en général un message nocif. Nocif, malgré dangereux. Bien. Donc on les appelle nocicepteurs. On les appelle nocicepteurs. Les nocicepteurs sont les récepteurs de la douleur. Ou les thermorécepteurs, c'est les récepteurs, de la température. Classe, on doit avancer plus rapidement. Au niveau des autres organes des sens, les récepteurs sont bien différenciés et on peut en citer les photorécepteurs au niveau de l'œil, les cellules ciliées au niveau de l'oreille, de la cochlée, les papilles gustatives au niveau de la langue, les récepteurs olfactifs au niveau du nez. Les photorécepteurs contiennent des neurones hautement spécialisés, sensibles à la lumière, qui font synapse avec d'autres neurones dans la rétine. La rétine, c'est la couche de perception au niveau de l'œil. C'est la couche la plus interne de l'œil. Elle est constituée de 10 couches histologiques, d'accord, dans la couche des photorécepteurs qui vont percevoir avec la lumière. On va les voir en détail. Les cellules ciliées au niveau de la cochlée sont considérées comme des mécanorécepteurs sensibles au son, parce que les vibrations sonores vont être transmises au tympan. Le tympan va vibrer. Quand il va vibrer, il va mobiliser la chaîne des osselets. Où sont les osselets? Le marteau, l'enclume et l'étrier. L'étrier, il va faire mouvoir la fenêtre ovale. La fenêtre ovale va faire mouvoir le liquide au niveau de l'oreille interne. D'accord? Et les mouvements liquidiens vont être transmis vers les cellules ciliées qui seront des cils, ils vont bouger et les mouvements de ces cils vont créer une différence de potentiel grâce à des mouvements des sillons K+, on va voir cela en détail, d'accord? Qui vont induire le message sensitif sonore. D'accord? Les papilles gustatives, l'hydrocolacrin, puisque c'est l'été qui aime les glaces. Vous n'aimez pas les glaces? Spécialement. Vous? Non? Vous? Vous? Bien. Les papilles gustatives au niveau de la langue considérées comme des chémorécepteurs, récepteurs olfactifs qui sont aussi des chémorécepteurs. Les récepteurs olfactifs. C'est le parfum. Voilà. Des petits exemples. Ici, c'est une coupe de peau. Regardez les récepteurs de Pacini. Ils sont énormes par rapport aux autres récepteurs. Vous voyez qu'il y a une organisation. La terminaison nerveuse, c'est en jaune. En fait, il y a une organisation à cette terminaison. Avec le récepteur de Ruffini, avec le récepteur de Meissner, avec le récepteur de Merkel. Donc, les terminaisons nerveuses ne sont pas laissées à cas. Elles sont organisées en structure.
Par contre, ici, c'est des terminaisons nerveuses libres. D'ailleurs, c'est autour du follicule pileux. Des terminaisons nerveuses qui ne contiennent pas de structure spécialisée à leur fin. D'accord? Très bien. Selon la localisation, on va terminer quel type de classification? La classification des récepteurs selon leur morphologie ou bien leur structure. On les avait divisés en deux groupes. Les récepteurs différenciés et les récepteurs non différenciés. Les récepteurs différenciés, c'est plutôt comme les organes des sens plus quelques-uns de la peau. Je peux vous mettre à la peau, mais ce n'est pas Pacini et Merkel. Les non différenciés, c'est les terminaisons nerveuses. Ils sont responsables de quoi? Ils sont responsables de la sensibilité hémorragique. Place. Selon la localisation, les extérocepteurs, les interocepteurs et les propriocepteurs. La classification, on l'avait vu la dernière fois. D'accord? Donc les extérocepteurs, ils sont responsables de la perception des messages externes qui viennent de l'environnement. Les propriocepteurs, ils sont responsables de la perception des mouvements de mes articulations, de mes muscles et de mes tendons. Ce sont les récepteurs qui sont responsables de la proprioception. Et les interocepteurs, ce sont les récepteurs qui sont responsables de la transmission des messages de mes organes internes. Allez, les extérocepteurs, récepteurs sensoriels superficiels situés dans la peau, qui répondent à la douleur, à la température, au toucher, à la pression, c'est-à-dire les stimuli qui proviennent de l'extérieur. Place. Interocepteurs ou viscérocepteurs situés au niveau des viscères et des vaisseaux et qui répondent aux stimuli du milieu intérieur qui peuvent être chimiques, mécaniques ou thermiques. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner un exemple d'interocepteur? Donnez-moi un exemple d'interoception que vous avez senti au cours de votre vie. Aïe. Les antirécepteurs, ils existent ou là? Donnez-moi un exemple que vous avez ressenti. Attendez, vous avez utilisé votre interocepteur. Non, c'est l'extérocepteur. Des céphalées, c'est très juste. Douleur de la tête. À cause des vasodilatations et des vasoconstrictions au niveau des vaisseaux cérébraux. Zédou. وشنو؟ عندك ulcère? Au cours des vomissements, ça fait mal. Très bien. Le RGO, le reflux gastro-œsophagien, c'est lorsque l'acidité monte au niveau de l'œsophage que les récepteurs œsophagiens vont ressentir avec la brûlure. Heartburn. Encore. واحد تحمل une cholécystite, واحد تحمل une appendicite, واحد يجي une intoxication, tout ça c'est les interocepteurs. D'accord, très bien. Les propriocepteurs, c'est les mouvements segmentaires et les mouvements des membres. Sur au niveau des muscles, tendons et articulations. Ce sont des mécanorécepteurs qui répondent aux positions et aux mouvements du corps. Je fais exprès de répéter parce que vous devez garder ça toute votre vie. Ça doit vous accompagner la neuro ou la sémio. D'accord? Donc gardez ça en tête. Donc, voilà, selon la localisation, on a un petit schéma. D'accord? La douleur, la température, le toucher, la pression, tout ça c'est au niveau de la peau. D'accord? Les mouvements, les positions des articulations, ça c'est les propriocepteurs. Les mouvements, quand vous ressentez que vous avez faim, quand vous avez des gargouilles au niveau de votre intestin, et de votre c'est des viscérocepteurs ou des interocepteurs. C'est il vous ajoute un petit détail. pH of blood. Les viscérocepteurs ou les récepteurs que vous avez dans votre organisme. Les interactions, il y a des récepteurs conscients et des récepteurs inconscients. Il faut faire la différence entre le fonctionnement d'un récepteur, une GIA, ou le résultat du fonctionnement de ce récepteur. Mais chez Kamel, ce que je veux dire, c'est que chez Kamel, les récepteurs sont qui il y a des récepteurs qui sont par exemple le barorécepteur, le récepteur du pH au niveau du sang. Quand il y a une variation du pH sanguin et qu'il y a des modifications en cours, ou là, si vous avez un barorécepteur qui sent une hypopression,
Ou bien, il va créer une tachycardie, il va créer une vasoconstriction. Vous n'êtes pas obligé de résoudre de récepteurs. Donc, il y a des récepteurs perceptibles, ou il y a des récepteurs non perceptibles. Alors, il y a des récepteurs qui sont. Est-ce que vous avez compris? Par exemple, les récepteurs qui existent au niveau cardiaque, l'oreillette, quand elle découvre qu'il y a beaucoup d'eau qui entre, c'est qu'elle était là, d'accord? Donc, c'est des récepteurs. Ils ne sont pas impliqués sur la sensorialité. Passe? Bref. C'est pour le taux de glucose que le sang. Aussi, c'est des récepteurs. Oui, c'est des récepteurs, c'est des ossements récepteurs. D'accord? C'est des ossements récepteurs. Au niveau du rein. D'accord? Allez. Selon la nature du stimulus, c'est-à-dire c'est facile, mécanorécepteurs, ils sont responsables des stimuli mécaniques, thermorécepteurs, variation de température, chémorécepteurs, sensibles aux substances chimiques, les nocicepteurs, c'est la douleur, et les photorécepteurs, c'est la lumière. Selon le seuil de stimulation, hop, on a changé un récepteur sensoriel, le message nerveux, il va induire un potentiel récepteur. Toutefois, il y a une condition. Il faut que le potentiel récepteur atteigne le seuil pour qu'il envoie une dépolarisation. Yeah? Pour qu'il envoie une dépolarisation. Et d'ailleurs, on va définir deux types de récepteurs. Les récepteurs à bas seuil et les récepteurs à haut seuil. Les récepteurs à bas seuil, ce sont des récepteurs qui nécessitent un tout petit stimulus pour être stimulés. Les récepteurs à haut seuil nécessitent un fort stimulus pour les stimuler. Certains mécanorécepteurs ont un seuil très bas. Ils sont capables de répondre au moindre contact avec la peau ou un mouvement à peine perceptible d'une articulation, comme les récepteurs de Pacini. Les récepteurs de Pacini sont des récepteurs à bas seuil. Il faut connaître ça. Et d'être comme une question. Les récepteurs de Pacini sont des récepteurs à bas seuil. Les récepteurs de Pacini sont des récepteurs à bas seuil. C'est pour cela qu'ils sont responsables du tact fin, du toucher fin. Les fleurs, ils peuvent être stimulés. Récepteurs à haut seuil, ce sont les récepteurs de la douleur. D'accord? D'autres mécanorécepteurs ont un seuil élevé et nécessitent une très forte stimulation pour répondre, comme les nocicepteurs. Par définition, le nocicepteur, c'est un récepteur de la douleur ou pour quelque chose qui fait mal. Le stimuli est important. D'accord? Pourquoi on ressent de la douleur? On ressent de la douleur. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut pour la protection? Très bien. La douleur est un signe d'alerte. La douleur est un signe d'alerte. Un signe d'alerte. Il y a quelque chose de dangereux dont il faut s'éloigner. D'accord? Très bien. Donc, c'est pour nous protéger. Mais vous pouvez vous dire, mais qu'il y a une certaine douleur qui ne nous protège pas. Une personne qui est malade, elle ressent de la douleur. Certains malades, on ressent beaucoup de douleur. Pourquoi? Ça va servir à quoi la personne? J'ai rien de médecin. Non, c'est pas ça. Là, c'est lié à la souffrance. La souffrance existe dans notre existence. Notre vie, la souffrance existe. Ce soit une souffrance physique, ou une souffrance morale et psychologique. Et de la souffrance, elle peut être due à différentes causes. Ça peut être une injustice, ça peut être une cause humaine, ça peut être une cause intrinsèque, n'importe quelle cause. Donc c'est lié à la souffrance. D'accord? Une souffrance qui existe et qui ne doit surtout pas être liée à une injustice. C'est justement ça, c'est la présence de la souffrance et la diversification de l'orientation de la souffrance selon les gens qui est la meilleure preuve de l'existence de Dieu. Parce que si la souffrance existait sans qu'il y ait une justice qui est censée
répertorier de nouveau les gens et les êtres humains selon la souffrance qu'ils ont vécue, la vie aurait été injuste. Supposons que on est une centaine de personnes, on va ressentir des souffrances différentes. Vous êtes d'accord? Supposons que il est riche, qu'il est riche pauvre, qu'il est soufflé friette ou qu'il est soufflé, il est sans bras, qu'il a des bras. Ça, vous êtes d'accord? Donc il y a une certaine injustice. Donc quand il y a la mort, sans qu'il y ait une autre vie, la vie aurait été injuste. Donc, puisque l'être humain reconnaît la justice et l'injustice et arrive à dire que cette chose est juste et cette chose est injuste, yak. Donc, quand la mort, la vie aurait été injuste. Or, la vie est juste. Donc, c'est la meilleure preuve qu'il y aura une autre vie qui réégalisera la justice. Je pense que vous avez compris. Oui. Très bien. Donc, il y a des récepteurs à bas seuil et des récepteurs à haut seuil. Propriété générale des récepteurs. Stimulus adéquat. Énergie spécifique. Définition, c'est la nature de l'énergie incidente ou la stimulation pour laquelle le récepteur possède le seuil le plus bas. C'est là où le stimulus adéquat. Ah oui, c'est quoi le stimulus adéquat? C'est la nature pour laquelle le récepteur possède le stimulus le plus bas. Qu'est-ce que vous devinez? On devine qu'un même récepteur, il peut être stimulé très bien par des stimuli différents. Un seul récepteur, il peut être stimulé par la pression, mais aussi par la température. Est-ce que c'est un récepteur pour percevoir la température ou la pression? Nous les stimuli, quel est le message dont ce récepteur possède le plus bas seuil. D'accord? Vous n'avez pas compris. Je reprends, s'il vous plaît. Je suis en train de donner une définition. C'est le stimulus adéquat. Le message adéquat, le message pour ce récepteur. Comme le récepteur de Pacini. Donnez-moi le stimulus qui stimule le récepteur de Pacini. Pacini, quel est le stimulus qui le stimule? Qu'est-ce que vous allez faire? Très bien. Vous allez prendre le récepteur de Pacini, vous allez le stimuler. Donnez-le un message chimique, donnez-le de la température, donnez-le le mât, donnez-le le na'na, donnez-le l'adès, donnez-le ce que vous voulez. Et vous allez voir où le message est stimulé. Vous êtes d'accord? Je vais prendre un récepteur et je vais essayer de le stimuler par différents types de stimulus. On va voir quel est le stimulus, quel est le message qui est arrivé à créer un potentiel d'action. Qui chauffe avec le message, on dit hop, c'est le stimulus. Vous êtes d'accord? C'est clair, c'est du bon sens. Le problème, il est où? C'est lorsque je prends un seul récepteur. Il me la température est stimulant. Il me la pression est stimulant. Qu'est-ce que je dis? نشوف نبدا نقص في لي سوي نقص شويه la pression نقص la température. نقولوا بلي le stimulus adéquat c'est le stimulus dont le récepteur a nécessité le plus bas seuil. Donc il est beaucoup plus sensible à la pression par exemple qu'à la température. Donc c'est un récepteur de pression, pas de température. Est-ce que vous avez compris? Le stimulus adéquat c'est le stimulus qui est censé être perçu par ce récepteur. C'est le stimulus pour lequel a été créé ce récepteur. Je veux définir le stimulus à le récepteur. Je prends le récepteur et je commence à le stimuler. Je le stimule par la température, je le stimule par la pression, je le stimule par des substances chimiques, je le stimule par des vibrations. D'accord? Je vais tirer quel est le stimulus qui est arrivé à le stimuler. Si le même récepteur se fait stimuler par plusieurs types de stimulus, et je commence à réduire leur intensité. La réponse du récepteur, elle va disparaître pour l'un, l'intensité, mais elle va persister pour l'autre, et c'est cet autre qui est le stimulus adéquat.
Donc, je peux définir le stimulus adéquat comme étant la nature du stimulus pour lequel le seuil du récepteur est le plus grand. Pour lequel le seuil du récepteur est le plus grand. Vous êtes d'accord? Très bien. La transduction, c'est la transformation du message du stimulus en un message électrique. C'est une caractéristique de chaque récepteur de traduire l'énergie incidente. Vous avez compris, ma classe. Physique ou chimique en un signal nerveux représenté par la modification de son potentiel membranaire. كيفاش نسميوها هذه؟ شكون الشاطر اللي يقول لنا modification de son potentiel membranaire؟ هذه la modification. Oui. Non, très bien, potentiel récepteur. C'est-à-dire c'est le potentiel récepteur qui, s'il arrive au seuil, va donner un potentiel d'action. Il y a une étude allemande, elle a montré que le nœud Windsor de cravate, il induit une hypoperfusion cérébrale. Vous connaissez le nœud Windsor? Non? Je ne sais pas les nœuds. Il faut les connaître, c'est bien. Donc cherchez le nœud Windsor. C'est un nœud Windsor modifié en italien. Ça ne vous intéresse pas? Oui, vous ne portez pas de cravate, c'est normal, ça ne vous intéresse pas. Cette modification du potentiel de membrane est le plus souvent une dépolarisation, sauf dans le cas des photorécepteurs, c'est une hyperpolarisation. C'est bien le que nous le nœud ici. Cette modification du potentiel de membrane est le plus souvent une dépolarisation, sauf dans le cas des photorécepteurs qui est une hyperpolarisation. On va voir cela dans la rétine. Fait le court la vision. D'accord? Ou une hyperpolarisation, c'est pas important. Vous voyez qu'il y a des spécificités, même l'audition. Hein? D'accord? On va voir cela, ne vous inquiétez pas. L'essentiel, en général, quand je stimule un récepteur, il va se dépolariser. Il va se dépolariser. Le potentiel récepteur, c'est une modification du potentiel de membrane du récepteur induisant une dépolarisation de la zone réceptrice suite à un stimulus, énergie incidente physique ou chimique. Cette dépolarisation est appelée potentiel récepteur. On a défini tout ça. Elle est due à l'ouverture des canaux ioniques, le plus souvent des cations. Oui, des cations, ou puisque les cations sont chargés positivement, ça va une dépolarisation. Classe? Pas de question? Sûr, parce que vous faites le jeu. De 20. L'effet du stimulus sur l'ouverture des canaux ioniques se fait de façon graduelle. Le potentiel récepteur qui se produit dans les branches terminales se propage de façon électrotonique dans la direction proximale, vers le système nerveux central, vers le site où un potentiel d'action se produit en ouvrant des canaux NA+ voltage dépendant, à condition que l'amplitude du potentiel récepteur atteigne le seuil. C'est les caractéristiques du message nerveux. J'ai un potentiel récepteur. Le potentiel récepteur, c'est une dépolarisation. Si la dépolarisation arrive au seuil, elle va stimuler la fibre nerveuse. La fibre nerveuse va ouvrir des canaux ioniques potentiels dépendants. Elle a des canaux potentiels dépendants. Parce que le potentiel récepteur, c'est quoi sa réponse qui gère le stimulus? Il s'est dépolarisé. Donc il a changé le potentiel membranaire. Donc la fibre nerveuse, elle doit avoir des canaux qui sont ion dépendants ou le potentiel dépendant. C'est le changement du potentiel de membrane qui est induit par le potentiel récepteur. C'est le changement de la charge membranaire qui a ouvert des canaux au niveau de la fibre nerveuse afférente. La fibre nerveuse afférente s'est ouverte. Il y aura des mouvements de canaux. Il y aura donc une dépolarisation. La dépolarisation va générer un potentiel d'action et le potentiel d'action va monter vers le système nerveux central. Voilà. Tout ça, c'est facile. Il y a un petit détail, l'effet du stimulus, le potentiel récepteur. L'effet du stimulus de l'environnement sur les canaux ioniques se fait de façon graduelle. Les PPSE, je compare toujours mal le PPSE parce que c'est une bonne comparaison.
Je fais le PPSE fait les synapses. Le potentiel post-synaptique avec excitateur, quand il y a une dépolarisation. Est-ce qu'elle subit la loi du tout ou rien? Est-ce que le PPSE subit la loi du tout ou rien? Non, très bien. Même le potentiel récepteur, il ne subit pas la loi du tout ou rien. قد ما نزيد le stimulus قد ما يزيد le potentiel récepteur. Il y a une ouverture graduelle. Plus تزيد l'intensité de le stimulus, plus تزيد l'ouverture des canaux. Jusqu'à ce qu'il y ait une ouverture de canaux assez importante pour induire un potentiel récepteur qui arrive au potentiel seuil pour générer un potentiel d'action. Le fait qu'il y ait un potentiel d'action, le potentiel d'action subit la loi du tout ou rien. D'accord? Oui. Très bien, très bien, très bien. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Vous voyez, les potentiels récepteurs, c'est ce qui est en jaune. Comme un petit potentiel récepteur, il n'y a eu aucune réponse. C'est un message électrique de dépolarisation locale. Locale, non transmis. Local. نزيدو numéro 2 نطلعوا شويه l'intensité تزيد la dépolarisation. Ça كيف ما لحقتش البوتنسيال سيل. Pas de génération de potentiel d'action. Le 3, tchouk. Bon, on a un, c'est le pas de base, mais le dernier, avec le quatrième, il يلحق le seuil, donc il va induire un potentiel d'action et le potentiel d'action il va se propager. Classe. Les stimuli sensoriels entraînent la production de potentiels gradués, appelés potentiel récepteur ou potentiel générateur. Si le potentiel récepteur atteint une valeur seuil, il va générer des potentiels d'action. Tout simplement. Le potentiel récepteur est une réponse locale. Vous voyez, c'est ce que je viens de dire. Localisée au niveau de la structure réceptrice. Pacini, Ruffini, Merkel, Abbas. Son amplitude décroît de façon exponentielle au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la zone réceptrice. Donc, je stimule le corpuscule de Pacini, on a le détecteur, je vais détecter le potentiel. Et moi, là, que tu veux faire. Et pour ça, je remarque que si je m'éloigne de la fibre, que je m'éloigne du site de récepteur, l'intensité qui est propagée diminue jusqu'à ce que je n'arrive plus à l'apercevoir. Voilà, parce que ce n'est pas un potentiel d'action qui s'auto-maintient. Vous savez que le potentiel d'action, il s'auto-maintient. Il induit lui-même l'ouverture de canaux. Non, ce n'est pas un potentiel d'action, c'est un potentiel local. Donc plus je m'éloigne de l'endroit où il a été généré, plus sa perception sera difficile et plus faible. Un endroit de la fibre nerveuse où je ne le perçois plus. Voilà, je pense qu'il est local. Il est local. Alors que le potentiel d'action, là, si je le génère, dans mon cartable, je vais le détecter de la même intensité. Quelle est la différence? Le temps. Je vais détecter T0 et détecter T1. لازم يجوز الوقت nécessaire à son passage de là-bas vers ici. Mais ça, un potentiel d'action, il est détecté dans deux endroits différents d'une même fibre nerveuse avec la même intensité. Avec la même intensité. Très bien. Alors que le potentiel local, là, puisqu'il ne se propage pas, plus je m'éloigne, plus il sera faible, jusqu'à ce que je n'arrive plus à le détecter. D'accord? Oui. Très bien, on doit avancer plus rapidement. Donc c'est une réponse locale, localisée au niveau de la structure réceptrice, son amplitude décroît, elle diminue de façon exponentielle au fur et à mesure que l'on s'éloigne de cette zone réceptrice. C'est un potentiel graduable, son amplitude est en fonction de l'intensité de la stimulation. De la stimulation, il zide le potentiel récepteur. Il atteint le seuil. C'est une réponse semblable. C'est exactement la même chose que le PPSE.
C'est un potentiel local. Donc il est sommable. Deux stimuli faiblement espacés dans le temps, les potentiels récepteurs s'additionnent. Donc quand on a la potérie, très rapidement. Je peux avoir la même sensation. Donc deux messages très rapidement proches peuvent être sommés, peuvent être additionnés pour donner un seul PR. J'aurai ce résultat, regardez. Avec la détection TI, le seuil. Je stimule. Hop, mais il n'y a pas le potentiel seuil. Donc pas de stimulation. نزيد نستيمولي واحد ما يلحقش. بصح لو كان جو ستيمول تري رابيدمون هذا وبعد اوب هنايا نزيد نستيموليه. ils vont s'additionner le numéro 1 مع le numéro 2. d'accord هذا 1 وهذا 2. بعد ندير 1 très rapidement 2. ils vont s'additionner. Ils peuvent s'additionner et arriver au potentiel seuil. S'ils arrivent au potentiel seuil, hop, il y aura une génération d'un potentiel d'action. D'accord? Donc il est sommable. هاي شكون بصح شاطر اللي يقول لنا دوكا سي كوا لا ديفيرونس واش من ديفيرونس نقدر نلقاها هنايا بين لو بوتونسيال ريسبتور والبي بي اس او في لا سوماسيون. Donnez-moi une autre caractéristique في لا سوماسيون اللي نقدروا نلقاوها في لو بي بي اس او بصح هنايا سي با فريمون ايفيدون دو لا تروفي. درتو بوتونسيال نو سي با سا درتو بوتونسيال فيزيو العام اللي فات قريتو مليح فيزيو. Est-ce que vous vous souvenez de la sommation des messages du PPSE? Oui, PPSE, PPSE. Vous vous souvenez de la sommation? Non. Très bien. Très bien. J'ai combien de sommations du PPSE? J'ai deux types de sommations. Une sommation temporelle et une sommation spatiale. Le PPSE, la fibre nerveuse postsynaptique, elle possède des caractéristiques de sommation temporelle. C'est-à-dire qu'on a deux messages proches, elle peut les additionner. Mais elle possède aussi une sommation spatiale. Quand deux messages arrivent à un neurone, de deux neurones présynaptiques, elle peut aussi les additionner. Il y a la sommation spatiale qui est la sommation temporelle. C'est-à-dire la différence que nous appelons comme elle est. Si tout le PPSE. الانسان مش pas censé comme ça. معليش هذه معليش كي نسيتوها كنت فكرتوها. D'accord. Votre question était très intéressante. شكون يمد لي طبيبة الناموسة قرصاتك دي خطرة une fois كاش خطرة باسكو قرصاتك ديجا une ناموسة. Est-ce que vous avez senti une namoussa qui, quand elle s'est posée sur votre peau avant de la... C'était un stimulus qui n'est pas arrivé au seuil. Parce que la namoussa, le moustique, il est intelligent. Il est trop léger pour qu'on arrive à percevoir sa déposition. Qui يتحط ما نحسوش. صح الدبانة نحسو على بالي نديرو لها هكا مالغري ما تقرصناش. صح الناموسة حتى تقرصنا باش نفيقوا لها. Parce qu'elle est trop légère pour stimuler nos récepteurs. Elle peut être تقرصنا بلا ما نفيقوا. D'accord. Voilà. Donc il y a des stimulus qui n'arrivent pas au seuil. Il y a beaucoup de stimulus. Maintenant, quelle est la théorie de la namoussa, théorie du moustique? Certains disent que les moustiques font exprès de venir près de nos oreilles. C'est pour nous énerver. Pour augmenter la pression sanguine artérielle pour avoir plus de nourriture. Caractéristique d'adaptation du récepteur. Certains récepteurs répondent par une augmentation rapide de leur activité. Augmentation rapide de l'émission des potentiels d'action uniquement au début de l'application de la stimulation. Ou bien à son arrêt.
Si le stimulus est maintenu, le récepteur diminue nettement, voire cesse son activité et fournit ainsi uniquement des informations sur les changements de stimulation. Ce type de récepteur est appelé récepteur à adaptation rapide ou phasique. Comme le récepteur de Pacini. Regardez. Qu'est-ce qu'on va faire? Les récepteurs sensoriels, le résultat de leur activation, c'est la génération d'un potentiel récepteur, puis d'un potentiel d'action. Donc, le seul résultat possible du travail du potentiel récepteur, c'est un potentiel d'action. Notre but de cas, c'est de savoir comment le potentiel récepteur peut organiser les potentiels d'action pour nous aider à percevoir. Puisqu'on a dit que les potentiels d'action subissent la loi du tout ou rien. Donc, je ne peux pas nzid l'intensité des potentiels d'action. Qu'est-ce que je peux modifier? Leur fréquence. Comme je fais les potentiels longs, physiologie digestive. Vous vous souvenez? Que nous avons des dépolarisations, des ondes de dépolarisation lentes. Et tu vois? Oui, caral. Oui. Quand il y a une augmentation des potentiels récepteurs, ils vont induire une contraction. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Vous avez un voyage que je suis terminé. Très bien. Regardez, c'est très important. Les messages nerveux, ils ont un type d'organisation. Je ne peux pas contrôler l'intensité des potentiels d'action. Je ne peux pas contrôler l'intensité des potentiels d'action parce que les potentiels d'action pour une seule fibre nerveuse, ils ont la même intensité. Je peux changer leur fréquence. En changeant leur fréquence, je peux coder ce changement de fréquence. Je vais organiser mes récepteurs en deux types. On va dire que j'ai deux types de récepteurs. Donc, quelle classification des récepteurs? Morphologique, structurale, différencié, non différencié, blablabla. ونقسمناهم على زوج surtout. حضرنا très bien les récepteurs à bas seuil ou les récepteurs à haut seuil. Les récepteurs à bas seuil, ils ont besoin d'un tout petit stimulus, ou à haut seuil, ils ont besoin d'un stimulus très fort. Classe? J. Maintenant, on va définir une autre classification. C'est selon l'adaptation. On va dire que j'ai deux types de récepteurs. Les récepteurs à adaptation rapide, on les appelle les récepteurs phasiques, ou les récepteurs à adaptation lente, ou bien les récepteurs toniques. C'est quoi la différence entre ces deux récepteurs? Les récepteurs à adaptation rapide, ou bien les récepteurs phasiques, ne peuvent informer que sur le changement du stimulus. Maintenant, soit il n'était pas là et il est devenu là, soit il est là, il était là puis il n'est plus là. Maintenant, ils sont sensibilisés lors de l'application et lors de l'arrêt. Les récepteurs on-off. Les récepteurs on-off. Je reprends. Je suis en train de classifier mes récepteurs. Il y a deux types de récepteurs. Les récepteurs à adaptation rapide et les récepteurs à adaptation lente. Les récepteurs à adaptation rapide, je les appelle récepteurs phasiques. Mais l'interrupteur, une phase chaleur, une phase staphian. On va comparer notre peau ou notre sensation, notre sensibilité à une lampe. D'accord? Les récepteurs phasiques, ils sont stimulés qui sha'al ou qui ntafi. Lorsque j'appuie sur l'interrupteur, ils sont stimulés. Ils sont stimulés lors de l'appui sur l'interrupteur. Maintenant, ils sont stimulés quand j'allume la lumière et quand je l'éteins. Mais ils ne sont pas stimulés entre les deux phases. Maintenant, ils ne peuvent pas savoir si la lumière est allumée ou elle est éteinte.
Supposons que vous avez une personne non-voyante, une personne qui vous la mettez dans une salle et vous commencez à appuyer l'interrupteur. Est-ce qu'elle sait si la lumière est éteinte ou là allumée? Elle ne sait pas. Mais elle sait quand vous avez appuyé sur l'interrupteur. Elle sait quand il y a un changement. Mais elle ne sait pas le résultat de ce changement. C'est ça les récepteurs à basses. C'est des récepteurs qui sont stimulés lors du changement du stimulus, mais qui ne sont pas stimulés lors du maintien du stimulus. Supposons que je prends mon doigt, donc l'exemple réel, si je prends mon doigt et que j'appuie sur ce tableau, j'appuie. Ils vont être stimulés lorsque je pose mon doigt. Lorsque je maintiens mon doigt, ils ne sont pas stimulés, ils ne donnent aucun message, parce qu'il n'y a pas de changement de pression. Il y a eu un changement de pression initial, puis il n'y a plus de changement. En bref, j'enlève mon doigt. Quand j'enlève mon doigt, il y a une chute de la pression appliquée sur ma peau. Et là, ils vont aussi être stimulés. Donc, les récepteurs phasiques, ou bien les récepteurs à bas seuil, ils sont stimulés lors du changement du stimulus, et ils ne peuvent pas être stimulés lors du maintien du stimulus. Voilà. D'autres continuent de répondre en émettant des potentiels d'action tant que le stimulus est maintenu. C'est les récepteurs à adaptation lente, ou bien on les appelle les récepteurs toniques. Les récepteurs toniques, c'est quoi leur caractéristique? C'est des récepteurs qui sont informés. Tant que la lumière est allumée, ils vous envoient des messages en continu. Et donc, les récepteurs toniques. Donc, tant que je maintiens mon doigt appuyé sur le tableau, il continue à émettre. Donc vous voyez qu'il y a des récepteurs différents qui sont impliqués. Il y a des récepteurs qui sont impliqués lorsque vous posez votre doigt sur la table. Ou qu'il y a d'autres récepteurs qui sont impliqués lorsque vous maintenez votre doigt. Donc quand je le prix Nobel, je prends mon doigt ou j'appuie ou j'augmente progressivement la pression sur mon doigt. Quel récepteur est stimulé? Les deux, bravo, vous méritez un prix Nobel, Inch'Allah, prix Nobel 2040. Tawash, la médecine. Pourquoi? Pour quels travaux? Sur la physiologie, c'est ancien. Des découvertes à flash, les nains, les 50 pour les la biologie moléculaire, l'immunothérapie. Inch'Allah, voyons. Bas, nous avons dit prix Nobel, ça ne fait même pas partie de vos rêves. Non, vous ne visez pas ça. C'est quoi vos rêves, Haka? Qui veut devenir prof, professeur, chef de service? Non, je ne veux pas dire DMS où il sort, il va s'installer en privé. شنو حاب يتزوج؟ زعما اوكان لول. Vous n'avez pas de rêve. Faut pas avoir des rêves. Il faut faire la différence entre un rêve et un objectif. D'accord? Il faut avoir des rêves. Il faut se lever tôt. Pour s'en rapprocher. معليش ما نحققوش الاحلام تاعنا. On peut s'en rapprocher. On vise le ciel pour atteindre un nuage. C'est vrai que c'est ça le proverbe que je viens de l'inventer. Il est bien. Regardez, je vais là. Allez. Classe. Donc adaptation rapide. Il faut avoir des rêves. Hein? Ces différences fonctionnelles permettent aux mécanorécepteurs de fournir des informations sur les deux qualités d'un stimulus. Maintenant, son application et son maintien. Statique via les récepteurs à adaptation lente et dynamique via les récepteurs à adaptation rapide. On vous dit que pour un même stimulus, j'ai deux composantes. Une composante statique, tant que le stimulus persiste, et une composante dynamique, tant que le stimulus est en train de changer. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et d'ailleurs, il faut que vous ayez en tête que le changement du stimulus, ça peut être en faveur de son augmentation ou de sa diminution.
أنا هذه القرعة نبدا نعبس فيها هكذا. J'augmente, je diminue, j'augmente, je diminue, j'augmente, je diminue. Dans les deux cas, les stimulus dynamiques sont stimulés. L'essentiel, il y a un changement de l'état de stimulation, que ce soit dans l'inhibition ou bien dans l'activation. Maintenant, dans l'application du stimulus ou dans son arrêt. L'essentiel, il y a un changement de ce récepteur. Vous avez compris? Sûr? Très bien. Très bien, très bien, très bien. Allez, on avance. Voilà. Supposons que j'applique une stimulation. Comme la pompe devient un courant électrique. Le stimulus, il peut faire de l'instant. Maintenant, il y a une absence de stimulus. Fait de l'instant T0, il y a une présence de stimulus. Je vais maintenir le stimulus constant. Je vais maintenir le stimulus constant. Je commence par les récepteurs à adaptation rapide. Regardez, ils sont stimulés, ils vont émettre des potentiels d'action juste au début de l'application. Ils vont m'informer sur un changement. Il n'y avait pas de stimulus, maintenant il y a un stimulus. Alors que les récepteurs à adaptation lente, ils se sont stimulés lors du début d'application, mais ils ont maintenu une stimulation, un envoi de potentiel d'action tant que le stimulus a persisté. Ou si j'avais continué l'expérience, la fin, j'arrête la stimulation. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qui va se passer à ce niveau? Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont cesser progressivement. Et le maquage, il va être stimulé à l'instant pour marquer qu'il y a eu un changement dans le sens de l'arrêt. Vous êtes d'accord? Vous avez compris la différence entre un récepteur dynamique et un récepteur statique, un récepteur tonique et un récepteur phasique. Bravo, bravo, bravo. Vous êtes très intelligent. Bravo. La notion de champ récepteur maintenant. Le champ récepteur d'un neurone sensoriel somatique, c'est quoi? C'est la région de la peau dans laquelle un stimulus tactile évoque une réponse sensorielle dans la cellule ou dans son axe. C'est la surface qui, une fois stimulée, induit la réponse. Maintenant, si j'ai une fibre nerveuse, un caillon, le champ, c'est quoi? C'est tout ça. Tout ça. Quand je stimule ici, il y a une réponse. 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 Dans le nerf lui-même, il y a une réponse. C'est le champ récepteur. C'est tous les endroits voisins du récepteur qui, une fois stimulés, induisent une réponse dans sa fibre nerveuse. Dans le récepteur lui-même ou là dans sa fibre nerveuse. Là, vous êtes d'accord? Bravo! Allez, on avance. Ça va, on travaille bien, c'est long parcours. Le codage de l'information sensorielle. Codage de l'intensité. Vous voyez que puisque le récepteur, une fois stimulé, il va donner des potentiels d'action. Il n'induit rien d'autre. Donc l'organisme, le système nerveux, il doit avoir des moyens pour utiliser ces potentiels d'action. Il doit savoir les coder pour s'adapter à son environnement. Qui fait? Imaginez vous faites ça. Trouvez vous-même un moyen pour le stimulus qui est lorsqu'il est maintenu. Vous pouvez faire ça. C'est très difficile. Avec un seul langage. Quel est le métier qui s'approche le plus à cette organisation? Tu peux me dire. Quel est le métier où on essaie de faire ces choses?
on essaie de créer des modes ou des codes pour s'adapter à la vie. C'est l'informatique. D'accord? C'est les informaticiens qui font ça. Ils essaient d'inventer ou de générer des algorithmes pour régler des problèmes. C'est un problème. C'est un problème. D'accord? Oui, le stimulus, il est là, il n'est pas là. Ça, quand il est là, je dois stimuler un type de fibre. Quand il est toujours là, je dois stimuler un autre type de fibre. Ça a le même langage. C'est quoi? C'est les potentiels d'action. Donc, comment je dois faire? Donc, je dois créer des algorithmes de décision. C'est ce que font les informaticiens. D'accord? Dans un programme, dans n'importe quel programme qu'ils génèrent. Je connais les informaticiens ou les médecins? Le médecin. Il n'y a pas de métier meilleur qu'un autre métier. Il y a un certain métier qui ne doit pas être considéré comme métier. Les machines là, c'est les métiers qui nuisent aux autres et à la société. Sinon, tous les métiers qui visent la promotion de la société, ils sont bien. D'accord? Parce qu'il y a ce principe de complémentarité de l'existence. Lorsque l'intensité du stimulus augmente, l'amplitude du potentiel récepteur augmente. Donc, le potentiel récepteur, c'est un message qui est graduable. Plus j'augmente le stimulus, la dépolarisation augmente. D'accord? On est d'accord. C'est une caractéristique qu'on vient de découvrir. Lorsque l'amplitude du potentiel récepteur augmente, le nombre et la fréquence des potentiels d'action augmentent. Je ne peux pas augmenter l'intensité des potentiels d'action. Qu'est-ce que je fais? J'augmente leur nombre, j'augmente leur fréquence. D'accord? Donc, le stimulus, par rapport à un stimulus A de faible intensité et un stimulus B de très forte intensité, qu'est-ce que je peux changer dans mon organisme? Quel est le premier stade de codage? C'est le type de récepteur. Qu'il y a des récepteurs à bas seuil, qu'il y a des récepteurs de haut seuil. Ensuite, quel est le deuxième type de codage? C'est ici, c'est le nombre de potentiels d'action et la fréquence ou l'éloignement de potentiels d'action les uns des autres. D'accord? Donc, un récepteur sensoriel va coder les changements de l'intensité du stimulus par un changement dans le nombre et dans la fréquence des potentiels d'action générés. Le codage de fréquence est une caractéristique fonctionnelle courante du système nerveux central. Vous allez voir cela, on va découvrir ça dans tous les organes des sens. Tous les organes des sens vont arriver à coder des messages différents en des messages électriques qu'ils vont contrôler à travers la fréquence, le nombre, le temps d'émission, donc les moyens de codage du système nerveux central. Et peut être trouvé dans tous les systèmes sensoriels. C'est le codage temporel. C'est excellent. Quand tu vois de la phrase, c'est un codage temporel et non pas un codage spatial qui m'offre les PPSE. On a également pour des intensités de stimulation croissantes un recrutement croissant d'un plus grand nombre de récepteurs et de neurones. C'est le codage spatial. Donc le codage spatial, il ne dépend pas de la réception de plusieurs types de messages qui m'offrent le PPSE. Il dépend de recrutement d'un plus grand nombre de récepteurs. Pourquoi? Parce que j'ai plusieurs types de récepteurs. J'ai des récepteurs à bas seuil et des récepteurs à haut seuil. Quand j'augmente l'intensité, au lieu de stimuler les récepteurs à bas seuil, je vais ajouter aussi les récepteurs à haut seuil. À la BIHA, normalement, une gifle. Tac! Vous avez déjà été giflé? Ça fait mal, hein? واش درتو كنت صغار حرقتو كاش انا جي في دي بيتيز كنت صغير معليش faut pas gifler non une gifle tac normalement c'est des récepteurs de pression pourquoi ça fait mal? Ça fait mal pourquoi? parce que il y a une pression importante. Paf! Avec la pression importante, elle va augmenter l'intensité du stimulus mécanique et donc elle va recruter un plus grand nombre de récepteurs et elle va aussi recruter les récepteurs à haut seuil. Ça là. Donc une pression importante va recruter les récepteurs non susceptifs
de haut seuil et elle va nous faire sentir cette douleur. Pourquoi on pleure quand on a mal? Parce que très marmor, non. On pleure pas parce que ça fait mal. Pas parce que très marmor, non. Allez. Voilà. La réponse d'un récepteur tonique, codage d'intensité. 3 stimuli successifs d'intensité croissante sont appliqués à un récepteur. L'amplitude croissante du potentiel récepteur entraîne une augmentation de la fréquence des potentiels d'action qui persistent tant que le stimulus est maintenu. Pourquoi ils vont persister? Parce que c'est un récepteur tonique. Donc, vous regardez. Le stimulus, un tout petit stimulus, il ne va pas générer de potentiel récepteur. Il va générer un potentiel de récepteur qui n'atteint pas le seuil. Donc, il ne va pas générer un potentiel d'action. J'augmente un peu la dose. Une stimulation mécanique un peu plus importante. Hop, elle va atteindre le seuil. Donc, il y aura une génération de potentiel d'action. J'émets un autre message qui est encore plus important. Il va dépasser largement le seuil. Le potentiel d'action, comment il va être codé? Il va être codé par un nombre plus important de potentiels d'action. Donc ici, pas de potentiel d'action. Potentiel d'action à nombre réduit, grand nombre de potentiels d'action. J'ai réussi à coder par le nombre de potentiels d'action. Qu'est-ce que j'ai codé? J'ai codé des stimuli d'intensité croissante. D'intensité croissante. Classe? C'est-à-dire, c'est le codage de l'intensité. On va terminer avec le codage de l'intensité. On va voir le codage de la durée. Les propriétés temporelles d'un stimulus sont codées comme des changements dans la fréquence de l'activité des neurones sensoriels. De nombreux récepteurs signalent la vitesse à laquelle le stimulus augmente ou diminue d'intensité en modifiant rapidement leur fréquence de décharge. Donc, il y a des récepteurs qui vont détecter la vitesse du stimulus lorsqu'elle augmente ou lorsqu'elle diminue. Et s'il vous plaît, faire comme les récepteurs de phase rapide ou la lente, d'adaptation lente ou la rapide. Très bien. Les récepteurs qui peuvent détecter le changement de vitesse d'un stimulus sont les récepteurs rapides. Basiques, oui. Les récepteurs qui répondent à une stimulation prolongée et constante, c'est les toniques, sont appelés récepteurs à adaptation lente. Ces récepteurs sont capables de signaler l'amplitude des stimulus pendant plusieurs minutes. La durée des stimulus est signalée par une dépolarisation persistante et la génération de potentiel d'action durant toute la période de stimulation. Vous voyez, donc avec les phrases, le paragraphe, il est facile. Parce que vous avez deviné, c'est quoi la différence? Vous avez connu, vous avez pu comprendre, c'est quoi la différence entre adaptation rapide, adaptation lente. L'adaptation rapide, il est sensible au changement de vitesse, au changement d'application de retrait. L'adaptation lente, ils sont la présence tant qu'elle est là. Ils sont la présence tant qu'elle est là. Les récepteurs phasiques envoient des potentiels d'action lors des changements et les récepteurs toniques envoient des potentiels lorsqu'il y a et tant qu'il y a et seulement s'il y a. D'accord? Si les récepteurs qui cessent leur activité en réponse à une stimulation d'amplitude constante et ne sont actifs que lorsque l'intensité du stimulus augmente ou diminue, les récepteurs phasiques sont appelés récepteurs d'adaptation rapide. Les mécanorécepteurs à adaptation rapide ne répondent qu'au début et à la fin, signalant ainsi la vitesse à laquelle le stimulus est appliqué ou retiré. Est-ce que quelqu'un d'entre vous peut me récapituler rapidement la différence entre le récepteur à adaptation rapide et le récepteur à adaptation lente? زيدوا 2 points. أعطيني أسماء ديجا لأنهم نتاعهم كامل. ديروا بوز باش ما يدخلش في لا فيديو. Très bien, très bien, très bien. Ouais. Récepteurs à adaptation lente. Les mécanorécepteurs à adaptation lente répondent tout au long du stimulus. Au fur et à mesure que la pression augmente, la fréquence des PA augmente.
la fréquence est plus élevée au début du contact avec la peau que pendant la pression est maintenue constante, car ces récepteurs détectent également la rapidité avec laquelle la pression est appliquée sur la peau. Lorsque la sonde est retirée, l'activité des pointes des potentiels d'action cesse. هنا يقول لكم باللي les récepteurs toniques ont une toute petite caractéristique phasique. Quand j'applique le stimulus, ils ne vont pas atteindre directement avec le potentiel constant. D'accord? Ils possèdent une toute petite adaptation à la vitesse comme les récepteurs dynamiques, mais elle est insuffisante. La fréquence est plus élevée au début. Où la fréquence est plus élevée au début? La fréquence est plus élevée lorsque j'applique. C'est normal, puisque lors de l'application, lors de la pose de mon doigt, la pression elle est en train d'augmenter progressivement. Il peut détecter l'intensité. Donc, quand j'applique, ce ne sera pas la même fréquence de potentiel d'action. Au cours de mon application, j'atteins les différentes étapes. جست شويه على نعبص شويه نعبص موين ونعبص بزاف مش لحقت نعبص بزاف جست على نعبص شويه دونك في هذاك لو بيتي انستون تاع نعبص شويه كانت عندي سيغتان فريكونس كي لحقت نعبص بزاف ولات عندي اون اوتر فريكونس على بها او ديبي لا فريكونس elle était élevée elle est en train d'augmenter pour atteindre la fréquence attendue vous avez compris علاش عنده une petite composante dynamique. Il a une petite composante dynamique parce que je suis en train de changer l'intensité lors de l'application. Fait les quelques millisecondes. D'accord? Donc voilà. C'est quoi la différence entre les différents entre ces différents stimulus? Regardez. Et là, je suis en train d'appliquer des stimuli à intensité différente. Regardez. Intensité faible, un peu plus forte, un peu plus forte, un peu plus forte, beaucoup plus forte. À chaque fois, on a une zède l'intensité du stimulus. Plus j'augmente l'intensité du stimulus, plus la fréquence des potentiels d'action est importante. Non. Pour activer l'action pour l'activer. Je n'ai pas compris. C'est les potentiels d'action générés par le potentiel récepteur. Donc, il y a كامل les étapes لحقت لهذاك le potentiel seuil. D'accord? Là, c'est la vitesse d'émission des potentiels d'action. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Là, on a terminé avec l'adaptation lente. Donc, l'adaptation rapide. Regardez les fibres à adaptation rapide. Les mécanorécepteurs à adaptation rapide ne répondent qu'au début et à la fin du stimulus, signalant la vitesse à laquelle le stimulus est appliqué ou supprimé. Tous les stimuli ont la même amplitude finale. Une pression lentement appliquée évoque une période de décharge de potentiel d'action de longue durée et à basse fréquence. L'indentation ou déformation rapide produit une période de décharge de PA de très brève durée et à haute fréquence. Les mouvements de la sonde contre la peau est signalé par une vitesse et par la vitesse et la durée de la décharge des potentiels d'action de ce récepteur. On va tout expliquer. Le récepteur est silencieux lorsque l'indentation est maintenue à une amplitude fixe et se déclenche à nouveau lorsque la sonde est retirée de la peau. Regardez. Allez. Regardez ce que je vais faire. On va essayer d'étudier les potentiels d'action. Ça, c'est un potentiel d'action, ça, c'est un potentiel d'action. On va étudier les potentiels d'action en changeant quoi? En changeant le stimulus. Regardez le premier stimulus. Le premier stimulus, c'est un stimulus appliqué rapidement. Tac. Le deuxième stimulus, il est appliqué un peu plus lentement. Vous voyez qu'il y a une indentation, qu'il y a une mail. C'est quoi la différence, s'il vous plaît? Concentrez-vous. C'est quoi la différence entre Hadi, le premier stimulus, et le deuxième stimulus?
le premier stimulus et le deuxième stimulus, ils ont la même intensité. La différence, c'est le temps nécessaire entre le début de la stimulation et l'atteinte de l'intensité finale. Wahda, je l'ai atteint très brièvement. Wahda, j'ai mis un peu plus de temps. Ou la troisième, j'ai mis beaucoup plus de temps. Ou la dernière, j'ai mis beaucoup de temps. Pour atteindre la même intensité. Hadi, li hiya hadi, li hiya hadi, li hiya hadi. Je suis en train d'étudier la même intensité. La différence entre les différents schémas, c'est le temps nécessaire pour atteindre cette intensité. Le temps, c'est quoi? C'est le temps d'application. À 50 newtons. Nous appliquer la force de 50 newtons sur la table. La première expérience, j'ai appliqué directement 50 newtons. D'accord? La deuxième, 20, 30, 50. Troisième, un peu plus lentement. 10, 20, 30, 40, 50. Beaucoup plus longtemps. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Donc, dans les différentes expériences, j'ai atteint la même fréquence, la même stimulation, la même intensité, mais ça a des vitesses différentes. C'est quoi le résultat quand j'étudie? Lors de la première stimulation, je n'ai eu que deux potentiels d'action très rapides. Un potentiel d'action lors de l'application, un potentiel d'action lors de l'arrêt. C'est des fibres dynamiques. Ça, regardez, dans la deuxième expérience, j'ai eu des potentiels d'action un peu plus longs, à une fréquence plus importante. Pourquoi? Parce que la durée de la variation est plus longue. ما طلعتش directement من 0 ل 50. Elle est passée par des étapes intermédiaires dans le temps. Dans la troisième, regardez, elle a mis beaucoup plus de temps pour atteindre les 50 kg d'attente. Donc les potentiels d'action ont duré beaucoup plus longtemps. Et dans la dernière, les potentiels d'action ont duré très longtemps. Ils ont duré toute la durée sur laquelle, ou pendant laquelle, il y a une variation de la stimulation. Et donc, vous remarquez que le message off, il est identique pour toutes les expériences. هنا شلطة واحدة، هنا شلطة واحدة، هنا شلطة واحدة، وهنا شلطة واحدة. هنا شلطة واحدة. Pourquoi شلطة واحدة? Parce que dans toutes les expériences, je suis en train d'arrêter brièvement le stimulus, directement. Pac, en un seul instant. Pac, pac, et pac. Puisque je les arrête, hop, brutalement, il y aura un seul potentiel d'action. Ça, lors de l'application, au cours de la première, c'était instantané. Au cours de la deuxième, un peu plus long. Au cours de la troisième, encore un peu plus long. Au cours de la quatrième, beaucoup plus long. Donc, tant que je suis en train de changer la pression, il y aura une stimulation. C'est le principe de fonctionnement des fibres, des récepteurs dynamiques, des récepteurs phasiques qui sont stimulés lors des variations et non pas lors du maintien. Vous avez compris? C'est vraiment que vous avez compris. Les mécanorécepteurs à adaptation rapide ne répondent qu'au début et à la fin du stimulus, signalant la vitesse à laquelle le stimulus a été appliqué ou supprimé. Début du stimulus on et fin off. Très bien.